Donc, bonjour à tous et puis bienvenue à cette revue de projet numéro 4 d'Easypath. Donc on a un certain nombre d'invités qui viennent de loin, qui sont connectés, l'Université de Strasbourg, je crois qu'il y a l'INRIA aussi, je vois, il y a Toulouse, puis bon, potentiellement il y a d'autres personnes qui peuvent se connecter. À Nancy, nous sommes combien là? 7, donc vous nous voyez peut-être. Oui. Donc, Easypath, on ne va pas présenter Easypath, le fonctionnement d'Easypath. On va faire une revue de projet, c'est-à-dire qu'on va montrer ce qu'on a développé au cours de ce sprint, sachant que ce sprint était consacré à l'extension des cas d'usage. Hein, on a déjà fait un certain nombre de versions, donc on en est à la 4e. Donc un petit rappel sur ce qu'on a fait. On a commencé par faire un produit minimal viable qui produisait un premier résultat. On a, à partir de ce produit minimal viable, montré qu'on pouvait l'installer sur plein d'environnements différents, donc que ça soit des Linux, on a même été jusqu'à sur des Mac. Le 3e sprint, on a développé des parseurs, donc les principales plateformes, hein, donc on en a 4 actuellement, Science Direct, Nature Publishing Group, et puis donc EDP Science et Stringer. Et on arrive donc à ce sprint 4 qui était assez court. On a eu un peu de pression pour pouvoir rendre aujourd'hui, et donc qui est consacré à l'extension des cas d'usage, c'est-à-dire que vous êtes un certain nombre à nous avoir envoyé un échantillon de vos logs, et on a essayé de rendre Easypath, j'ai appelé ça omnivore, c'est-à-dire qu'il sache reconnaître le format des logs que vous utilisez. C'est-à-dire que sans que vous ayez à changer forcément la configuration des logs de EasyProxy ou même à partir des logs de Squid ou PAM, on soit capable éventuellement de reconnaître les consultations qui figurent dans ces fichiers de log. Donc, on va vous montrer ce qu'on a fait au cours de ce sprint. La sprint review va se découper en 2 parties. Une première partie qui va montrer les aspects techniques, c'est Yannick qui va faire la démonstration. Donc Yannick va nous montrer que Easypath est capable d'ingérer plusieurs types de formats en entrée. Et puis en 2e partie, j'appelle ça le dessert, c'est Cécilia qui va nous montrer que à partir des sorties qu'on obtient d'Easypath, on a fait ça sur un de nos vidéos pour le mois de janvier, avec les 4 parseurs qui sont fonctionnels actuellement. Comment on peut, avec Excel, un outil relativement simple de type Excel, déjà avoir des chiffres qui sont relativement parlants. Voilà, donc je reconnais qu'on ne présente pas Easypath, donc peut-être que vous n'êtes pas tout à fait sensibilisé au fonctionnement, mais je vous laisserai poser des questions éventuellement à la fin de la sprint review, s'il y a des choses qui vous paraissent obscures. Donc voilà, je passe la main à Yannick. Est-ce que vous entendez, vous m'entendez? Oui, ça va. Ça va? Oui. Donc, je passe la main à Yannick, donc qui va vous montrer comment fonctionne Easypath
comment on paramètre EasyParse pour lui faire accepter différents types de formats de log en entrée. Alors, bonjour. Pour les nouveaux, moi c'est Yannick Surter, je suis donc développeur sur EasyParse. Je vais donc vous montrer ce qu'on a fait durant ces 3 dernières semaines, à savoir que notre objectif était donc, comme vient de dire Dominique, de faire en sorte qu'EasyParse puisse accepter des formats de log disparates. On s'est basé pour ça sur un certain nombre de cas d'usage sur un certain nombre de cas d'usage qui viennent de... on a pris à partir des logs qui nous ont été envoyés. On va arriver dessus. Voilà. Donc, nous avons une dizaine de cas d'usage, à savoir, on a des logs de l'UNELIA, on a des logs de plusieurs universités, à savoir Paris, l'Université de Lorraine, Lyon, Toulouse, Pierre-Marie Curie, Strasbourg, Limoges, et... pardon ? On est en contact avec Montpellier. Voilà, on est en contact également avec Montpellier 3. Et donc notre but a été déjà de faire en sorte que tous ces logs soient reconnaissables par EasyParse. Donc je rappelle rapidement que EasyParse est un web service. Donc à savoir que on lui fait des requêtes à travers, on lui envoie des requêtes HTTP pour lui fournir des logs. Et donc, En fait, tu peux cliquer sur le lien, voilà. Et puis ça va illustrer le fait que c'est un web service. Voilà, effectivement, c'est pas le bon. J'ai vraiment du mal avec ce machin-là. Hop, voilà. Non. Reviens au-dessus, c'est bon, reviens au-dessus. Voilà. Donc, EasyParse étant un web service, forcément est disponible en ligne. Et donc, on lui fournit, on aura dans le futur un moyen donc de lui envoyer des logs via un formulaire HTML. Donc, actuellement, on ne peut pas. Donc, on a un droit pour être hacker. Donc, pour ce qui est du principe retenu, sur la manière de paramétrer le format des logs, étant donné qu'on envoie les logs via des requêtes HTTP, on va utiliser un header. On va utiliser un header particulier qu'on va donner à EasyParse pour lui spécifier le format des logs qu'on va utiliser. Donc voici ici dans la doc interne, dans la doc embarquée d'EasyParse, la documentation concernant la route sur laquelle on va envoyer les logs. Et donc on a ce fameux header HTTP qui se présente sous la forme logformat-x, où x est le nom du programme. Squid. Et ce header va contenir
caractère qui correspond en fait à ce qu'on aurait mis dans la configuration du proxy en question pour le format des lignes qui sont générées. Le but avoué en fait est de pouvoir coller il y a des interférences directement dans le log format pour qu'il puisse reconnaître la ligne, pour qu'il puisse reconnaître les lignes de log. Donc actuellement tous les paramètres ne sont pas encore calqués, on va dire, ne sont pas encore disponibles. On utilise ceux dont on a besoin dans nos cas d'usage et ils seront les paramètres manquants seront ajoutés dans le cas de besoin. Voilà. Donc, pour illustrer donc le fonctionnement du paramétrage des logs, je vais montrer ça rapidement sur des cas d'usage, justement. Ici, voilà. Je vais déjà commencer par me connecter. Nous sommes connectés sur Analogist. Sur l'instance Uniparse. Et donc, je vois qu'il est lancé, voilà. On va lui fournir, on va lui demander, par exemple, ici, je vais y arriver, ça marche pas comme ça. Comment je peux voir télé? Alors, hop. Donc voilà, est-ce que c'est assez grand? Vous voyez bien la fenêtre par hasard? Oui. Alors voilà un exemple de requête auquel on envoie sur la route d'injection de log. On va envoyer un exemple qui est une ligne de l'université de Paris-Descartes, donc c'est du bibliopam, et on va lui préciser le format. Hop, on va donc lui donner le header log format bibliopam, pour lui spécifier que c'est du bibliopam. Alors à savoir bibliopam, c'est de l'Apache, a priori. Et donc, on lui donne ici les fameux paramètres qui vont correspondre à donc le format de la ligne de log. Hop. Donc, effectivement, alors, ça ne renvoie rien étant donné que les bibliopam actuellement ne sont pas, les lignes peuvent être parsées correctement, mais les URL ne sont pas gérables actuellement. Donc, il va falloir que j'ouvre le code. Pardon? Le code 200, tout s'est bien passé. Oui, c'est-à-dire qu'on a quand même un code 200 puisque les lignes ont été reconnues. Rien n'a été retourné, mais les lignes ont été reconnues. Donc, est-ce que je devrais lancer le serveur à la main pour le montrer? Oui, à ce moment-là, on va en prendre un autre. Par exemple, Myria, eux ont des suites. Alors, je ne sais plus si les parseurs fonctionnent pour Myria non plus. Les lignes sont reconnues, mais les parseurs ne font rien. Il y a tout un forcément on récupère quelque chose. Hein? Si je débouche ou à plat, il est compliqué. Oui, je vois. L'université de Lorraine, voilà, l'université de Lorraine ça fonctionne, car ils fonctionnent direct, il me semble.
Donc là, on peut faire une petite remarque, c'est-à-dire que les formats de logs sont bien reconnus, mais les logs ne contiennent pas de lignes significatives qui sont analysables par EasyParse. Donc c'est ce qui explique qu'on n'ait pas la sortie CSV auquel on pourrait s'attendre qui signifie qu'il y a des consultations reconnues dans le fichier de log. Donc sur la plateforme analogique, donc il y a l'instance EasyParse, et dans ce qu'on appelle le répertoire dataset, on a des échantillons, on a mis des échantillons de logs de chacun des cas d'usage, et c'est sur ces cas d'usage donc on a réalisé nos tests, et donc c'est ce que montre. Et donc là, on voulait vous montrer quand même un résultat, donc c'est pour ça que on travaille avec l'Université de Lorraine donc, depuis le début, donc c'est avec ces logs-là qu'on est le plus susceptible d'avoir, de reconnaître des événements de consultation. C'est pas très visible à l'écran là, mais on a un échantillon d'événements de consultation qui est au format CSV. Et donc, si tu veux, tu peux peut-être détailler les différents éléments pour appeler le host, Effectivement. Pour rappel. Pour rappel, donc je peux détailler tout. Donc, on a là-dedans une colonne pour le host. Le host, c'est donc la personne qui s'est connectée, qui a fait la requête à la ressource en question, à la ressource qui a été demandée. Voilà. Enfin, son adresse IP, pardon. Le login, c'est donc simplement le login qu'il a utilisé pour s'authentifier. La date, la date évidemment à laquelle il a demandé la ressource. Le statut, c'est donc le code HTTP numérique qui a été renvoyé lors de la requête, à savoir, on a soit du 200, soit du 302, selon qu'on ait eu ou pas une redirection. Size est la taille la taille de la requête en octet. Le domaine, le domaine sur le domaine qui a été demandé, par exemple, ça peut être www.stringer.fr par exemple. Le type d'événement de consultation qui a été géré, par exemple, ça a été un PDF, une consultation PDF demandée, ça va être un PDF, une table de matière, ça va être un content. Ensuite, on a DOI, ISSN et EISSN qui correspondent aux identifiants normalisés qui ont pu être identifiés éventuellement. Et l'URL complète qui a été demandée dans la requête. Donc voilà pour on marque le courage. Ouais, non, plutôt à ce moment-là. Je suis où là? Effectivement. Alors pour utiliser ça, il va falloir. Hop là. Alors. Oui, donc effectivement, on n'en a pas beaucoup. Je vais dire à propos de ça, moi. C'est un résumé, en fait, de ce que oui, voilà, effectivement. Donc c'est un résumé très court, effectivement, vu qu'on n'a qu'une seule ligne de log dans ce fichier d'exemple. Je pense qu'on va retrouver à dire là-dessus. Donc, effectivement, on a intégré dans les tests tous les cas d'usage qu'on a actuellement, en fait, sur tous les logs
sur tous les logs que l'on a, on a extrait 2 ou 3 lignes qui nous servent à tester le bon fonctionnement des formats, en fait. Donc, lorsque l'on fait un make test, il y a un test là-dedans qui va... en gros, si les tests passent, c'est que tous les cas d'usage, normalement, sont censés fonctionner correctement. Voilà. Donc, je pense que j'ai déjà montré la documentation embarquée, oui. Et la documentation de portail, on l'a ici. Donc, donc voilà. Donc pour vous rassurer, ceux qui nous ont envoyé des fichiers blog, vous avez vu tout à l'heure que Yannick a dû se connecter pour visualiser en fait les cas d'usage, les échantillons de log. Hein. Bon, déjà on a mis qu'une ligne en exemple de chacun des échantillons de log, et puis vos références et tout ça ne sont pas accessibles publiquement. C'est dans une partie sécurisée du site analogique. Voilà, et les échantillons qu'on a récupérés dans vos logs pour les tests ont été anonymisés. Juste pour... voilà. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose à dire. Donc, je pense que je vais laisser la main à Cécilia. Donc pour la suite, donc c'est Cécilia qui donc vous avez vu que EasyParse produit un résultat en CSV. Donc c'est un format texte, séparateur par des points-virgules. Ce qu'on a fait hein, pour cette petite démo, on a des portails biblio. Il y en a un qui s'appelle BiblioVie. On a détourné la version, l'instance locale d'EasyParse qui est sur Analogist, à partir des fichiers de log du mois de janvier. Je vais vous montrer la commande en fait, qui est assez simple. Non mais je tiens juste sur la page, voilà, hein, sur la page. Donc en fait, c'est un Z4. Donc en fait les fichiers sont compressés, ils sont dans une arborescence, dans laquelle ils sont rangés. Hein. Si vous lisez la ligne, on voit que c'est le portail BiblioVie de l'année 2013, le mois de janvier. Les fichiers de log ont un nom un peu compliqué mais qui est lisible, bibliovie.easyproxy 2013-01. On prend tous les fichiers du mois, donc hein, qui sont compressés, il y en a un par jour, et puis on les pipe, c'est-à-dire qu'on les injecte, on utilise un petit utilitaire qui les injecte directement sur l'instance locale d'EasyParse, et le résultat qui est produit, et donc qui est un fichier CSV, on le met, qui est un flux CSV, on le met dans un fichier qu'on appelle cd.bibliovie.easyparse 2013-01 result.csv. Et Cécilia prend ce fichier, l'ouvre avec Excel, et voilà, elle vous montre ce qu'elle va vous montrer. Alors bonjour à tous. Donc, moi je suis l'utilisatrice finale d'EasyParse, donc toutes les lignes de commande et tout ça, c'est pas mon domaine. Donc je récupère des fichiers CSV et j'ai essayé de travailler vraiment des comptages très simples et pour le moment avec un outil qui est à disposition de tout le monde, c'est-à-dire Excel. Donc le fichier de log que j'ai récupéré, c'était un mois de log de BiblioVie, donc tout janvier 2013. Donc sur ce qui a été reconnu par EasyParse, on a pu avoir 286 315 événements de consultation. Donc il faut savoir que pour le moment, il n'y a que 4 parseurs qui sont opérationnels, donc il n'y aura que des événements de EDC Science, qui est une plateforme mono-revue, c'est-à-dire chaque revue
à sa plateforme, mais toutes les plateformes utilisent le même logiciel de mise en ligne. Ensuite, on a une Nature, qui est une plateforme avec base de connaissances, c'est-à-dire qu'il y a un identifiant propre à la plateforme, et il faut aller rechercher l'ISSN dans un petit fichier à part qu'on a nommé PKB. Ensuite, il y a la plateforme Science Direct, qui est une plateforme sans base de connaissances, puisque là, l'identifiant et l'ISSN est directement visible dans l'URL. Et enfin, il y a la plateforme Stringer, qui est aussi avec une base de connaissances. Donc, dans les fichiers que je vais vous montrer, on va voir des logs de ces quatre plateformes. Donc, voilà le fichier brut que je récupère auprès de mes amis informaticiens. Donc, vous voyez ici tous les champs que Yannick vous a décrits tout à l'heure, de façon un peu plus visible que l'écran noir. Donc ici le log, le login, la date, le statut, la taille, et ici tous les domaines. Donc on voit Science Direct ici plusieurs fois. On voit ici à côté le type, c'est-à-dire si c'est le sommaire, le texte ou le PDF. On voit ici le Stringer, Nature, et puis dans cet exemple-là, il n'y a pas de EDP Science. On voit ensuite les différents identifiants. Donc pour Science Direct, on va chercher directement l'ISSN. Pour Stringer, quand il s'agit du sommaire, on va chercher l'ISSN et le ISSN. Pour l'article et la presse, pour le moment, on va chercher le DOI. Et on n'a pas encore le lien vers l'ISSN, mais ils vont faire un petit programme qui va résoudre tout ça. Donc là, Nature, on va chercher le EISSN. Donc avec ce fichier de 286 lignes, je me suis amusée à faire des petits comptages très simples, basés sur des tableaux dynamiques dans Excel. Donc je récupère ici sur un mois le nombre d'événements par plateforme. Donc là, pour le moment, les plateformes, selon par exemple pour Science Direct, cette URL-là, c'est tout ce qui est revue de sommaire, abstract, ou texte. Et là, c'est que des PDF. C'est pas la même URL. Bon, après, on pourra faire des regroupements et tout. Là, on voit Nature. Là, on voit du Stringer. Là, Médecine Science, c'est justement une revue du portail des sciences. Alors, encore du Stringer. Ils sont différents, ils sont en différentes URL. Là, je ne sais pas encore pourquoi. Ça sera différent par la suite. Journal Thérapie, c'est aussi une monorevue et une autre monorevue. Et on a bien ici tous nos événements de consultation. Donc ensuite, j'ai fait des types par domaine pour voir combien d'abstracts étaient consultés, combien de books, de book séries, de PDF, de sommaires et de textes et mon total général. Ensuite, pour que les choses soient un petit peu plus parlantes, j'ai fait des flux graphiques, voilà, avec Excel. Donc c'est par plateforme et par domaine. On peut voir si c'est le texte, le PDF, c'est le plus utilisé par plateforme pour un mois de consultation. Là, c'est le suivi par jour du nombre d'événements. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé le 10 janvier, mais tout le monde a travaillé en même temps. Sinon, on voit la baisse pendant les week-ends et puis les semaines. Enfin, le nombre de... Alors, c'est sur des autres données, là. C'est pour ça que les chiffres apparaissent. C'était sur un autre portail, c'était pas dit. Pareil, le suivi par jour, mais divisé en PDF, en texte ou en sommaire. Ici, j'ai fait aussi un suivi par jour, donc séparé par plateforme, donc pour voir lesquels sont les plus utilisés et tout. Donc, par exemple, ce 10 février, là, on voit que c'était du Science Direct qui a été téléchargé. Voilà. Vous pouvez chercher une explication pour un tel site. Ensuite, je me suis basée sur les logins, donc là c'est des logins anonymisés, j'ai enlevé les chiffres. Donc j'ai regardé qui consultait le plus sur un mois, donc on a le nombre ici d'événements de consultation, et puis par plateforme, combien d'événements sont comptabilisés. Donc après on peut suivre les utilisateurs. Et enfin la dernière chose que j'ai fait en allant un petit peu plus loin avec Excel, c'est que j'ai fait le top 20 des revues les plus consultées sur mon mois de janvier. Donc là, vous aviez vu que dans mon fichier, j'avais que des ISSN. Par contre, dans une autre feuille Excel, j'ai été chercher un export de Millennium, notre base qui nous sert à gérer toutes nos revues, où là, j'ai le titre et tous les ISSN avec une correspondance. Donc avec une petite fonction Excel simple qui s'appelle recherche B, j'ai pu aller chercher le titre de la revue, et comme ça, je fais mon top 20 avec le titre de la revue plutôt que ISSN. Sauf pour Stringer, pour le moment, parce qu'avec le DOI, je n'ai pas de correspondance. Donc, vous voyez qu'ici, les 3 de Stringer, je n'ai pas pu les identifier. Et puis, j'ai fait un petit comptage simple du nombre d'événements
pour la revue divisé par le nombre d'événements total. Comme ça, j'ai mon top 20 les revues. Donc, ça me paraît assez juste en regardant comme ça les consultations. J'ai fait vite fait aussi pareil sur Biblio et Sachets. Donc là, pour janvier, on avait 29 588 événements reconnus, pareil, avec les mêmes parseurs. Et puis des petits comptages rapides, exactement de la même façon. C'est juste un tableau croisé dynamique dans Excel et les chiffres se font tout seuls. Donc pas besoin d'outils super élaborés pour arriver déjà à avoir un petit suivi correct. Voilà ce que j'avais à vous présenter. Donc, ouais, si on revient sur la page. Donc, Cécilia vous a parlé tout à l'heure du fait que, par exemple, pour Stringer, on n'a pas directement la correspondance de l'ISSN. Donc, dans les URL, on réussit à récupérer le DOI. Et ce qu'on fera, c'est donc dans ce qu'on appelle l'écosystème EasyParse, on va avoir un certain nombre de petits outils qui permettent de manipuler les fichiers de log, de manipuler les fichiers CSV, etc. Et il y en a un d'entre eux, qui sera probablement intégré par la suite dans EasyParse, mais qui permet par exemple d'aller récupérer à partir d'un DOI l'ISSN. Donc c'est l'illustration qui figure en bas de l'écran. Donc on lance ce petit utilitaire et à partir d'un DOI, on va pouvoir aller chercher l'ISSN. Donc ça sera intégré à EasyParse prochainement, qui permettra de rendre cohérent l'affichage dans Excel par rapport à son ISSN, qui vont aussi le DSBN, tous les identifiants normalisés qu'on souhaiterait utiliser pour faire l'identification des revues consultées. Donc là, on arrive à l'issue de cette sprint review. Voilà ce qui a été fait pendant ce sprint numéro 4. Donc, j'avoue que c'est peut-être un peu compliqué pour les gens qui n'ont pas assisté aux précédentes sprint review. Mais bon, c'est un peu le principe de la méthode, c'est-à-dire que au cours de la sprint review, on démontre les fonctionnalités qui ont été implémentées pendant le sprint, sachant que si vous avez des questions, là on ouvre le débat et puis on peut resituer, on peut réexpliquer des choses si ça n'a pas été compris. Donc là, je vous laisse peut-être intervenir. Certains veulent poser des questions. Vous m'entendez ? Moi, je veux bien. Bonjour, c'est Thierry Fournier à Rennes. Je veux bien poser la première question, même si moi j'ai déjà vu les précédentes sprint review. Et quelque chose que j'ai pas bien compris, en fait, c'est que c'est la différence entre la reconnaissance de formats de log non easy proxy et l'analyse de ces formats de log. Si j'ai bien compris ce qu'a dit Yannick, il y a des formats de log non easy proxy qui sont reconnus mais sans être analysables. Alors, est-ce qu'ils sont pas encore analysables ou est-ce qu'ils le seront un jour? C'est ma question, qui en même temps ne me concerne pas au premier chef, puisque moi, dans mon établissement, j'ai de l'easy proxy. Voilà, c'est une petite question. En fait, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que il y a ces deux choses qui sont différentes. En fait, dans un premier temps, il faut savoir reconnaître le format de log qui est utilisé pour avoir une chance de faire une analyse. Donc le format de log, quand il est, en fait, on a travaillé au départ dans les premières versions d'EasyParse sur le format EasyProxy, mais bon, comme on avait demandé à différents partenaires, intervenants,
leur format de log. Donc on s'est rendu compte que ben, il y avait besoin d'un paramétrage pour pouvoir prendre en entrée des fichiers de log. Donc on s'est appuyé sur on s'est posé la question comment est-ce qu'il serait comment faciliter le travail des gens qui voudraient utiliser EasyParts avec leur propre format de log. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait utiliser la configuration et puis la syntaxe de la configuration de EasyProxy, parce que même si on a EasyProxy, on peut, vous avez vu que dans les fichiers de log, le premier item c'est le nom d'hôte, le deuxième item c'est le login, le troisième ça va être le code HTTP, mais c'est pas forcé en fait. On peut avoir son propre format de log et puis dire bah, moi le host je le veux à la fin. Oui. D'accord, mais ça sera toujours un host. Donc il faut pouvoir dire à EasyProxy, à EasyParts, quel est ce format en entrée. Et donc on a utilisé donc une syntaxe qui peut être passée à EasyProxy via un paramètre, donc qui est le header HTTP, puisqu'on travaille sous forme de web service. Et donc on a une syntaxe qui permet de dire à EasyParts, voilà, dans le fichier de log, la ligne de log se présente de cette façon-là. Donc, dans un premier temps, bah, typiquement, on va réussir à identifier cette ligne de log en disant, bah, voilà, c'est l'hôte 123, etc., qui s'est connecté à tel jour à telle heure. Déjà, c'est les premières informations qu'on peut voir. Après, effectivement, il y a dans cette ligne de log, il va y avoir éventuellement l'URL. Et c'est dans l'URL qu'on va pouvoir extraire la sémantique de ce qui a été consulté. Et l'étape préalable, c'est déjà reconnaître le format de la ligne de log. Et c'est là-dessus d'apporter ce sprint, en fait. Oui. Alors, tout ça, c'est que pour certains cas d'usage, on avait bien donc les fichiers échantillons de log, mais l'URL, qui est donc redirigée par le proxy, cette syntaxe n'est pas exactement la même que celle qu'on trouve dans EasyProxy. Il peut y avoir des choses avant, des choses qui manquent, genre le nom d'hôte. Cécilia tout à l'heure vous a montré sciencedirect.com ou springer.com. Ce nom de domaine peut ne pas être dans l'URL pour certains formats. Donc là, ça pose un problème. Donc ça demande le traitement d'un cas particulier en plus. En plus du fait que le format de log n'est pas le même. Voilà. D'accord, ben merci Dominique. Effectivement, je me rappelais plus que effectivement l'analyse se passait sur la partie URL, alors que la reconnaissance ou l'identification du log se passe effectivement sur l'ensemble des paramètres que tu as donnés. Ceci dit, se posera quand même à mon avis la question à terme. Comme je rebondis sur le dernier mot que tu donnais. Un développement particulier. C'est vrai que si finalement les différents types de proxy ont différentes manières pour certaines ressources d'écrire les URL, ça va certainement complexifier beaucoup la plateforme analogiste. Mais bon, c'est peut-être un peu trop tôt pour se poser la question et il faudra voir les volumétries d'établissement par type de proxy, mais ça peut être une question un peu épineuse, non? Oui, alors tout à fait, mais bon, on peut répondre à ça par la méthode qu'on utilise pour développer le projet. Donc c'est une méthode agile. On liste les problèmes, on les priorise, on les quantifie. Et si on se rend compte qu'effectivement il y a beaucoup de partenaires qui utilisent un format de log qui demande un traitement particulier, bon bah on le fera et on le traitera. Mais effectivement, c'est pour ça qu'on espère avoir des retours. S'il y en a très peu, peut-être vaut mieux qu'ils passent à une proxy ou que... ou alors ça ne sera pas traité. Voilà. D'accord, merci. Bonjour, Pierre Negelen, Université Toulouse 3.
J'ai deux questions. La première, ne pensez-vous pas que Business Object soit plus adapté pour traiter des grandes masses de données, surtout quand il y a des tables de correspondance à faire comme avec les titres Springer? Et la deuxième question, est-ce que vous envisagez de produire des stats par profil, c'est-à-dire que les stats, les logs nous permettraient de définir quel type d'usager, personnel, étudiant, enseignant-chercheur, quel niveau d'études, licence et quelle discipline? Alors, pour la première question, Business Object pour traiter des gros volumes, pourquoi pas. L'objectif d'EasyParse, c'est de produire un résultat en un flux de CSV, donc qui va être exploitable par quelque chose. Tout le monde n'a pas peut-être Business Object, tout le monde ne sait pas le manipuler, mais on peut vouloir produire un minimum de chiffres. Donc là, on a montré que Excel pouvait le faire. Ça ne rentre pas dans le cadre du projet EasyParse actuellement de faire des graphiques du reporting. L'objectif qu'on a pour l'instant, c'est de produire un résultat qui soit exploitable par un outil de type qui sera choisi par les utilisateurs qui veulent faire des graphiques sur leurs chiffres. Voilà pour la première question. Et puis la deuxième question, L'analyse des logins. les logins. Les logins. Alors, effectivement, ça se rejoint. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a reconnu l'identifiant, on a isolé l'identifiant qui a servi à faire la consultation, on peut faire des regroupements par rapport à la catégorie d'utilisateurs, etc. Ça sera propre aux organismes qui ont leur log. C'est-à-dire ils auront leur LDAP, ils auront leur catégorie d'utilisateurs. On n'a encore pas traité cette phase-là. On va la traiter dans un deuxième temps. Mais de la même façon, on mettra à disposition dans peut-être l'écosystème EasyParse tout ce qui pourrait faciliter ce travail. Mais ce classement, en fait, va être propre vraiment aux utilisateurs. On a parlé de bases de connaissances. Donc, on a classé les bases de connaissances en deux catégories. La base des connaissances qui est dédiée aux éditeurs, hein, donc pour lequel il y a beaucoup de choses qui sont mutualisables, puisque toutes les plateformes vont être communes à tous les organismes. Même si tous les organismes ne consultent pas toutes les plateformes, la plateforme Science Direct, elle va fonctionner pareil pour tout le monde. Par contre, les bases de connaissances de côté utilisateur, c'est-à-dire, moi, mon utilisateur, il est authentifié via un annuaire LDAP, et dans cet annuaire LDAP, j'ai une catégorie étudiant, chercheur, etc. Ça va être une base de connaissances qui va être propre à l'organisme qui veut faire ses logs. Et donc, soit il gère lui-même ses regroupements, soit effectivement, on mettra à disposition des outils qui permettront de faire des regroupements, mais ça sera dans les prochains semaines. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Oui, très bien. Alors écoutez, je vais vous poser une question de Béotien. Je n'ai pas suivi les précédentes réunions. Voilà, ma question est la suivante. Donc nous avons le produit Bibliopam. Il se trouve que Bibliopam nous fournit déjà des statistiques. Quelle est la plus-value de votre de EasyParse par rapport aux statistiques déjà fournies par Bibliopam? On n'a pas le type. Alors pour ça, il faudrait qu'on ait connaissance des statistiques qui sont fournies par Bibliopam, et actuellement, moi j'en ai encore pas vu. Type de document, c'est PDF. Est-ce que toi tu as connaissance que je pourrais essayer de vous fournir la première, Je peux répondre. Oui, moi aussi. Allez-y, alors chacun. Bibliopam que nous récupérons, nous n'avons pas le type, nous n'avons pas l'ISSN, on sait juste qu'il y a eu une connexion à telle plateforme. Voilà. Donc là, je pense en fait,
Bibliopam, effectivement, comme d'autres scripts qu'on trouve sur Internet pour faire tourner, par exemple, sur EasyProxy, c'est Thierry à Rennes. En fait, ne reconnaît que la connexion à une plateforme et pas du tout la multiplicité d'événements de consultation qui constituent la richesse des outils actuellement utilisés par l'INIST et qui sont en cours de déploiement et d'extension via le projet EasyParse dont on est en train de parler. Moi, je voudrais revenir sur les groupes d'utilisateurs et sur la réponse que tu as fait, Dominique. Donc, super la distinction base de connaissances éditeur, base de connaissances utilisateur. Simplement, c'est vrai que la notion de groupe d'utilisateurs, enfin pour nous, elle est vraiment, enfin pour nous université, là je vais parler un petit peu avec ma casquette groupe de travail statistique d'utilisation, enfin bon, avec ma casquette université, c'est vraiment important, ça va être la véritable valeur ajoutée de EasyParse, ça va être de connaître les usages par catégorie d'utilisateurs. Et ce dont je voulais m'assurer, c'est que cet aspect-là, ce travail sur la base de connaissances utilisateurs est bien prévu dans le calendrier, ou bien si ça viendra plus tard, comme tu as dit. Parce que si ça vient vraiment plus tard, je dirais qu'il faut quelque part qu'on se réorganise parce que ça me paraît vraiment prioritaire. Voilà. Et en même temps, je sais que l'université de Lorraine a déjà commencé à travailler sérieusement sur les groupes. Et bon, voilà, il y aura quand même beaucoup d'universités qui s'appuient tous sur des annuaires type Supan. Donc, il y a moyen de mutualiser aussi assez sérieusement, je pense, ces bases de connaissances utilisateurs, sans qu'il y en ait une propre à chaque établissement. Ça serait plutôt une propre à chaque type d'établissement, je dirais. Et je ne sais pas s'il y a Bruno Ménette autour de la table. L'expérience que je sais de notre annuaire à l'Université de Rennes, non, très probablement pas. On vient juste de pratiquer une fusion de 4 établissements lorrains pour créer l'université. Et les annuaires, il a fallu repenser totalement en fait une nouvelle manière de catégoriser les gens au sein des annuaires universités pour former celui de l'Université de Lorraine. D'accord. C'est justement douter de la mutualisation faisable ou facile à faire entre diverses universités. On atteigne les limites un peu. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que dans le périmètre du projet tel qu'il a été défini, il est prévu de gérer tous les mécanismes qui permettent de faire des regroupements au niveau des utilisateurs. Mais on n'est pas à l'abri, on ne va pas pouvoir traiter tous les cas d'organismes qui ont un système de gestion d'authentification peut-être exotique. A priori, on ne peut pas promettre de traiter tous les cas de base de connaissances utilisateurs. Par contre, d'un point de vue, déjà, le cas d'usage de l'Université de Lorraine, il est prévu de le traiter. Donc, ça sera un bon exemple qui permettra éventuellement d'étendre ça aux autres cas d'usage. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème, mais on ne peut pas dire qu'on va traiter tous les cas d'emblée sans connaître le paysage en fait. Oui. Je suis d'accord, Dominique, et merci pour cette réponse qui me rassure. Je me suis fait peur pour rien. J'ai une question de Marie-Laure Breton par mail qui concerne la jonction entre EasyParse et les Shibboleth. Donc la question complète c'est j'ai compris qu'EasyParse fonctionne seulement avec un proxy. Pourriez-vous préciser ce qu'il en est avec Shibboleth? Alors,
le principe d'EasyParse, c'est qu'on utilise le mécanisme du serveur mandataire, c'est-à-dire que le serveur mandataire il se situe à l'intermédiaire entre le navigateur de l'utilisateur, du client, et puis le site de l'éditeur. Donc comme toutes les requêtes sont obligées de passer par le serveur mandataire, on voit ce qui se passe. Dans le cas où l'authentification, et donc le serveur mandataire gère l'authentification. Dans le cas où l'authentification est gérée via Shibboleth, ça veut dire que le client s'authentifie via Shibboleth et ce ticket Shibboleth est transmis à l'éditeur et accepté par l'éditeur. À partir du moment où il y a acceptation de l'éditeur, il n'y a plus le serveur mandataire ne voit plus passer les requêtes. Donc tout se passe entre le client et le site de l'éditeur. Donc là, on ne peut plus se baser sur les fichiers de log, sur les fichiers de transaction, pour faire l'analyse. Donc à ce moment-là, on ne voit plus rien passer. Alors, il faut Shibboleth, ça pose un problème au niveau éditeur. C'est-à-dire que si c'est l'éditeur qui réalise l'authentification Shibboleth, effectivement, on ne voit plus rien passer. Mais on peut faire l'authentification Shibboleth aussi au niveau du serveur mandataire. Bon, à ce moment-là, on se retrouve dans la situation. Donc la solution d'utiliser Shibboleth devant le serveur mandataire, sans passer par les éditeurs, c'est un cas d'usage. Nous, on ne fait pas. Par exemple, tu peux aller sur Google, et puis tu peux te connecter directement. Cette question Shibboleth, c'est vraiment comment dire, un point sensible, mais le principe d'analyser les logs du serveur mandataire, on sait que potentiellement, sur le très long terme, ça peut ne pas durer. Mais on a une stratégie qui nous permettra éventuellement de pallier au fait que potentiellement un jour il n'y aurait plus de serveurs mandataires, ça se ferait via Shibboleth, via d'autres mécanismes pour loguer en fait les consultations. Et donc on a des perspectives en utilisant un système de tracker. Et là on pense qu'on essaiera de mettre en place en fin de projet des tests à ce niveau-là pour, même dans le cas où il n'y aurait pas de serveur mandataire, à partir du moment où potentiellement on dispose de trackers, donc, mais qui seraient aussi là mis au niveau du site des éditeurs, à la Google Analytics, on aurait potentiellement possibilité de suivre en fait les consultations. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on est pile dans le timing. Alors, moi, ce que je pourrais, pour conclure, ce que j'aimerais vous dire, c'est que là, on a essayé au cours de ce sprint de vous montrer que on était capable de prendre beaucoup de formats en entrée. Tout ça pourquoi? Pour en fait vous inviter à collaborer au projet. Comment vous pourriez collaborer au projet, hein? J'ai déjà vu pas mal de remarques à ce sujet sur Twitter ou dans les échanges de mails qu'on a. Il y a des gens qui ont des doutes par rapport à la pérennité, en fait. Hein. C'est un travail de fourmi, effectivement, d'analyser les plateformes. Sauf que si on est suffisamment nombreux et suffisamment intéressés, comme je l'ai dit tout à l'heure, les plateformes, c'est les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire, une plateforme de Science Direct, elle est valable pour tout le monde. Donc, si effectivement il y a un changement dans l'écriture de l'URL de la plateforme de Science Direct,
il suffit de changer, il faut changer le parseur pour Sign Direct, mais à ce moment-là, c'est valable pour tout le monde. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir, de faire un travail collaboratif autour de cette analyse des plateformes. Et donc, je vous invite à vous manifester par rapport à vos besoins d'analyse de plateformes. Alors, bien sûr, on travaille actuellement sur l'Université de Lorraine, donc prioritairement, ça sera les plateformes UNIS, Université de Lorraine qu'on a définies communes, et donc qui vont bénéficier à tout le monde. Mais la poursuite du projet, ça sera effectivement d'étendre cette reconnaissance à le plus de plateformes possible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a essayé de mettre sur le site d'Analogiste les éléments qui vous permettraient de contribuer en analysant une plateforme. Donc il y a une procédure qui est décrite et qui permet en fait de préparer le travail de quelqu'un qui serait amené à développer un parseur pour reconnaître une plateforme particulière. Donc il y a des exemples, il y a des fichiers à disposition. Donc je vous invite à, si vous êtes intéressé, à aller visiter le site et puis voir si éventuellement vous êtes prêt à contribuer. Sachant que cette procédure est aussi en phase d'expérimentation, s'il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles, on peut enrichir, on peut améliorer et expliquer mieux. L'autre aspect, c'est donc le développement des parseurs. Le développement des parseurs, on a conçu la plateforme de façon à ce que on n'oblige pas l'informaticien qui serait amené à développer un parseur, on ne l'oblige pas à utiliser un langage particulier. On fonctionne sous forme de flux. En fait, EasyParse va appeler un parseur pour une plateforme en lui passant en paramètres des URL. Donc les URL est analysé et ce parseur doit répondre en rendant les éléments qu'il a identifiés dans un format particulier. Donc la seule chose qui est imposée, c'est le format en entrée qui est les lignes qui contiennent les URL et le format en sortie qui est un tableau qui contient les éléments identifiés. Donc c'est relativement, c'est une espèce d'API en fait. C'est pas très compliqué pour un informaticien. Et donc il choisit son langage. L'intégration au sein d'EasyParse se fait sous forme de plugin, en quelque sorte. Le parseur doit comprendre donc, le parseur lui-même qui sait reconnaître les URL, et puis quelques fichiers qui permettent de tester sa validité, de tester qu'il fonctionne bien. À partir de là, donc c'est intégré au sein d'EasyParse et ça bénéficie à tout le monde, à tous les utilisateurs qui utiliseraient potentiellement cette plateforme. Donc, juste pour préciser pour les collègues bibliothécaires, l'URL c'est analogist.couperin.org/platforms et ensuite vous verrez un petit peu pratiquement les questions qu'évoquait Dominique. Et effectivement, qui seront, il faudra que collectivement on arrive à faire ce travail. Mais on connaît le travail collaboratif déjà en bibliothèque. On fait du catalogage partagé depuis un certain nombre d'années. Donc là, il va falloir qu'on se mette aussi à cela si on veut effectivement avoir une complétude d'analyse des logs des différentes plateformes auxquelles on souscrit. Voilà, pour des montants assez élevés, comme vous le savez tous. Peut-être l'URL sera rediffusée dans le compte-rendu plus précisément, mais c'est le site analogist.couperin.org. Et après, ça se trouve. On diffusera voilà. un compte-rendu et la vidéo de la démonstration pour ceux d'entre vous qui voudraient revoir des passages ou s'assurer que tout est bien compris. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à visiter le site qui est sous la forme d'un wiki, donc c'est assez facile de participer. Enfin, on a essayé de faire en sorte que ce soit facile de participer.
Voilà. Donc, merci à tous. S'il n'y a plus de questions, merci à tous. Et puis, à peut-être une prochaine sprint review. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. La prochaine sprint review? Oui. Oui, en fait, j'ai une question. C'est quand la prochaine sprint review? On sera fin mars. Je diffuserai les dates. D'accord. Non, non, mais c'est si c'est pas assez mûr pour fixer la date, je laisse tomber. Hein, c'est. Non, non, mais là, c'est juste parce qu'on va faire une pause d'une semaine, là, parce que ça va être les vacances. Et puis, on Bah va ouais. reprendre pour 4 ou 5 semaines. Je crois que j'avais fixé ça vers le 28. Peut-être, je me souviens. En fait, regarde-moi sur version digitale, l'onglet. Voilà. Donc là, je crois que voilà. Donc, normalement, le prochain sprint, il sera orienté utilisabilité d'EasyPart. En particulier, ça va consister, donc là vous avez vu au cours de la démo que on utilisait de la ligne de commande, on utilisait l'utilitaire curl qui envoie une requête HTTP, donc qui simule le fonctionnement d'un navigateur. Au cours de au cours du prochain sprint, on va essayer de mettre en œuvre une page HTML qui va permettre de télécharger le fichier de log et de l'envoyer à une instance d'EasyPart. Donc ça sera plus facile. Voilà. Et donc, normalement, si on réussit à bien se caler, la prochaine sprint review aura lieu le 28. Ok, merci beaucoup Dominique. J'arrête les questions. Bon appétit et bonnes vacances donc. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Et